Donc voilà, je vais commencer parce que je vois qu'il y a plus grand monde qui se connecte, hein. Euh, bon, je ne me représente pas longuement, simplement sachez pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis sociologue du travail. En fait, je me définis plus comme sociologue des mondes du travail, sociologue des groupes professionnels, que d'autres domaines de sociologie, hein, bien que, évidemment, je m'intéresse à bien d'autres objets, à bien d'autres questions en tant que sociologue et de plus en plus, parce que j'ai un peu plus de temps depuis quelques temps, y compris à des domaines qui sont frontières de notre discipline, c'est-à-dire l'histoire notamment, et à la philosophie, qui, qui m'apporte beaucoup. Donc, je vais parler d'un domaine qui n'est pas mon domaine de spécialité au sens strict, à savoir la sociologie des mouvements sociaux, la sociologie des conflits sociaux, de l'action collective. Je vais donner quelques éléments sur la définition de ces notions tout à l'heure. Mais, comme je disais, l'an passé, c'est-à-dire en fait quand il a fallu proposer un programme à l'Université populaire du PDX comme on le fait chaque année, il y avait fin 2019, début 2020 encore, nous étions un peu militants ou chercheurs sous le choc de ce mouvement des Gilets jaunes. Mouvement des Gilets jaunes dont on sentait bien qu'il était à la fois important et bien énigmatique et qu'il exigeait vraiment des enquêtes, des réflexions pour comprendre de quoi il se jouait. Donc je me suis dit, l'Université populaire du PDX est un lieu tout indiqué pour réfléchir avec le public sur ce mouvement et la difficulté de le comprendre et la difficulté de penser ce qu'il apporte de nouveau et ce qu'il pourrait potentiellement apporter de nouveau à un nouvel âge des mouvements sociaux, précisément. Voilà, donc ce thème a bien sûr été retenu par l'Université populaire, donc je me suis mis à réfléchir, à travailler sur ces questions à la fois du mouvement des Gilets jaunes. Hein. Ma première séance partait sur cette question: que nous apprend ce mouvement sur l'état du monde du travail, l'état de l'emploi et du syndicalisme? Et le deuxième temps, la deuxième conférence, justement, un peu en mémoire de ce nouveau mouvement nouveau par bien des aspects en tous les cas. On verra qu'en réfléchissant un peu sur la moyenne durée, peut-être qu'il n'est pas si radicalement nouveau que ça. Mais en tous les cas, en miroir, un mouvement qui est bien étudié, qui est bien connu maintenant de longue date par les chercheurs et bien au-delà, qui fait référence, et j'expliquerai pourquoi et comment il continue à faire référence, voire à faire obstacle à notre compréhension des conflits sociaux, c'est le fameux mouvement ouvrier. Donc ma deuxième séance portait sur la compréhension de la construction du mouvement ouvrier et des raisons, des sources de sa déstabilisation et de son affaiblissement relativement radical dans les dernières décennies. Et moi, très logiquement, ça m'amène c'est ce que je vais beaucoup développer aujourd'hui, mais je vais d'abord faire un peu une introduction peut-être un petit peu longue, euh, à réfléchir sur finalement l'après-mouvement ouvrier. Et effectivement, c'est une question, je me suis rendu compte, je le savais plus ou moins, mais en relisant toute une série de travaux, c'est une vieille question, celle des nouveaux mouvements sociaux de l'après-mouvement ouvrier. C'est une question qui a explosé dans le débat social et dans la recherche, en particulier en sociologie, dans les années de l'après-68. Donc je me suis retourné, je suis revenu sur toute cette littérature qui, dans les années 70, enquêtait et réfléchissait sur toute une série de luttes qui manifestement ne cadraient pas avec le vieux mouvement ouvrier. Et je me suis demandé dans quelle mesure on était encore quelque part dans cette séquence-là. Et pour faire ça, il était indispensable pour moi de faire une chronologie de ce qui s'était passé finalement depuis les années 70. Et là, ça va m'amener à faire un exposé ce soir qui sera en bonne partie consacré aux années 70, donc à cette question, à cette thématique de quels nouveaux mouvements sociaux dans les années post-68, et ensuite d'aller un peu plus rapidement sur deux périodes qui ont suivi. La période des années 80, qui est une période de reflux manifeste des luttes sociales, et plus largement de la critique sociale d'ailleurs,
dans un contexte de montée du chômage et de mise en place des politiques néolibérales agressives. Hein, c'est l'époque Thatcher, Reagan ailleurs, et en France, c'est le virage de 84, avec l'inflexion donnée par le gouvernement de gauche à ces politiques économiques dans le sens dit de la rigueur. C'est une rupture très importante, 83-84. D'ailleurs, on le verra, y compris au niveau des mouvements sociaux. Donc, la décennie dite de Vive la crise, hein, c'est l'émission d'Yves Montand pour ceux qui l'ont connue, en 84 précisément, les années 80, années de reflux. Et ensuite, on rentre dans une nouvelle séquence, dans un nouveau cycle. Derrière la chronologie et le découpage en décennies, vous verrez qu'il y a, selon moi, l'idée de cycle de conflictualité qui s'embranche, qui s'articule à des cycles plus profonds, politico-culturels. C'est vraiment ce qui est intéressant pour un sociologue dans les mouvements sociaux, c'est que les mouvements sociaux sont comment dire, des éclaireurs, des indicateurs extrêmement puissants sur des dynamiques macro-sociales dans le champ politique, dans le champ culturel, dans le champ idéologique. Donc voilà, il y a un cycle de conflictualité qui se renouvelle dans les années 90. Je vais vous montrer pourquoi. Peut-être certains d'entre vous en temps mémoire le grand mouvement de 95, mais vous verrez qu'autour de ce mouvement de 95, il y a plein de choses qui se passent. Ce cycle continue d'une certaine manière jusqu'au début des années 2000. Ça va être la fin de ma conférence d'aujourd'hui. Et il me semble que depuis 2008-2010, on est dans un nouveau cycle qui ne peut plus se comprendre vraiment si on ne réfléchit pas au plan international, c'est-à-dire si on ne réfléchit pas à ce qui s'est passé dans l'après-crise économique et financière de 2008-2009, c'est-à-dire le printemps arabe, c'est-à-dire le mouvement des places en Espagne et en Grèce, Occupy Wall Street aux USA, etc., jusqu'au mouvement des places en France et jusqu'au mouvement des Gilets jaunes. Voilà, à mon avis, un nouveau cycle là, dans lequel on est encore, et j'ai envie de poser la question un peu provocante, est-ce que la crise sanitaire et sa gestion autoritaire est un éteignoir durable dans cette conflictualité sociale latente, sous-jacente? Bon, bah, ça c'est l'avenir qui le dira, mais il me semble intéressant dans ce cadre-là de poser la question et de réfléchir avec vous à ces questions. Voilà, je vais continuer un petit peu mon introduction. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui se connecte. Si j'en crois mon écran. Donc, je file. Sur ce qu'il est indispensable pour moi de faire à chaque fois qu'on parle d'un sujet un peu compliqué, c'est de proposer des définitions. Hein, ça fait un peu scolaire, mais à mon avis, ce n'est pas du tout inutile, puisque une notion comme celle de mouvement social, ça fait partie des notions extrêmement polysémiques. Et pour savoir de quoi on parle, il est vraiment important de préciser conceptuellement les choses. Alors moi, je vais donner 3 types de définitions du mouvement social, hein, pour simplifier. La plus ambitieuse et la plus exigeante, c'est celle d'Alain Touraine, qui réfléchit en référence à l'histoire du mouvement ouvrier. D'ailleurs, ses premiers travaux d'Alain Touraine, né en 1925, donc aujourd'hui il a 90 ans, donc on l'entend plus beaucoup. Il a été un sociologue, puis un idéologue très médiatisé, hein, qui est intervenu à propos des mouvements sociaux, à la télévision, etc. Donc c'est quoi cette définition tourainienne sur laquelle, qui fera référence quand même dans une bonne partie de ma réflexion ce soir, notamment dans l'après 68, hein, pour comprendre ce qui se passe dans l'après 68, bah pour Alain Touraine, un mouvement social, c'est une conduite collective organisée d'un acteur de classe, luttant contre son adversaire de classe, pour la direction sociale de l'historicité dans une collectivité concrète. Une collectivité concrète, ça a été pendant très longtemps l'État-nation, hein, ce qu'on appelle la société encore aujourd'hui. Hein. Et on verra comment cette question d'une société État-nation est complètement interpellée depuis des années par la mondialisation financière et néolibérale, et comment les derniers mouvements interpellent cette définition de la société comme État-nation. Je passe rapidement là-dessus. Alors, il y a un mot là qui est pas du tout courant dans la définition tourainienne, c'est la notion d'historicité. Je pense que Alain Touraine, il aime se bercer dans des grandes conceptualisations, dans tout un jargon
qui est en partie daté, je pense, et en partie inutile. La direction sociale de l'historicité, dans un vocabulaire plus marxiste, ce serait l'hégémonie, c'est-à-dire la capacité d'une classe à impulser les représentations du monde dominantes dans une société. J'ai noté, moi, les représentations du possible et du souhaitable. Il y a un acteur dominant qui impose largement à toute la société de réfléchir avec une grille qui l'impose. Et donc, il y a une lutte, on l'a bien vu au XXe siècle, il y a une lutte pour la direction de la société dans cet esprit-là. Alors, la deuxième définition, elle est beaucoup plus modeste. Elle est utilisée ce qu'on appelle dans la sociologie des mobilisations collectives. Alors, c'est toute une série de courants de recherche, je passe rapidement, qui se sont plus développés dans les années 80-90. Là, je reprends la définition d'Éric Neveu. Une mobilisation collective, c'est un type particulier d'action collective, parce que pour les sociologues, tout est action collective quelque part. Donc c'est pas n'importe quelle action collective, c'est un agir ensemble intentionnel, marqué par le projet explicite des protagonistes de se mobiliser de concert et qui se développe dans une logique de revendication, de défense d'un intérêt matériel ou d'une cause. Voilà, donc c'est une définition à la fois plus précise, mais qui reste assez large, puisqu'on peut mettre dans les mobilisations collectives toute une série d'actions collectives intentionnelles, et qui, vous voyez, sont quand même beaucoup plus modestes que la définition, je dis souvent, extrêmement exigeante de ce qu'est un mouvement social par Alain Touraine, et ce qui va permettre à Alain Touraine de dire finalement depuis, et de répéter depuis les années 70, que le mouvement social destiné, selon lui, à remplacer le mouvement ouvrier, il n'existe toujours pas. Il existe peut-être virtuellement dans certaines luttes, et Alain Touraine va dire que peut-être dans les luttes antinucléaires des années 70, il y a en gestation un futur mouvement social central, mais avec cette définition extrêmement exigeante, le mouvement de 95 n'est pas un mouvement social, il n'a pas arrêté de le dire, c'est un mouvement corporatiste. Le mouvement de 2003 sur les retraites, très animé par les enseignants, ne sera pas un mouvement social, c'est un mouvement corporatiste. Au passage, moi j'aime toujours dire, attention, corporatiste ou corporatif, attention à la confusion des mots. C'est pas parce qu'un mouvement est corporatif, c'est-à-dire qu'il soutient la défense d'un certain nombre d'intérêts matériels d'une corporation, comme on disait autrefois, d'un groupe professionnel, comme on dit aujourd'hui, qu'il est forcément corporatiste, c'est-à-dire indifférent ou hostile aux intérêts des autres catégories. Corporatiste, c'est un jugement normatif disqualifiant d'un mouvement social. Et ça a été extrêmement utilisé par certaines forces conservatrices et libérales depuis des années, cet mouvement de corporatisation des mouvements sociaux. Troisième série de définitions. Dans le langage ordinaire, il y a des définitions. Qu'est-ce qu'on appelle le langage ordinaire? C'est le langage de tous les jours, le langage médiatique, journalistique. C'est un langage, ce sont des mots qui n'ont pas d'ambition savante, rigoureuse. Si vous allumez le service public radio diffusé, des fois vous entendez, il y a un mouvement social. Ou si vous prenez le train, des fois vous entendez, il y a un mouvement social. Là, c'est tout à fait simple, c'est le sens d'un mouvement de grève, éventuellement très localisé, et très corporatif, très limité. Mais il y a aussi, j'allais dire, l'autre pôle de la notion de mouvement social ordinaire, utilisé là dans un langage plus militant, depuis, je pense, au moins 1995-96, c'est cette idée qu'un ensemble de luttes sociales ou culturelles, identitaires même, pourrait potentiellement converger. C'est le fameux thème de la convergence des luttes qui est très fort depuis le mouvement contre la loi travail et le mouvement Nuit debout il y a quelques années, 2016 je crois. Cette idée, ce rêve d'une convergence des luttes avec cette idée qu'il y aurait effectivement, au moins potentiellement, un mouvement social permettant que toute une série de causes et de luttes pourraient se rejoindre. Et donc, dans cette notion de mouvement social qui est très mobilisé dans le monde militant, vous voyez bien aussi qu'il y a une dimension très, très normative, c'est-à-dire on souhaite
on souhaite qu'il y ait une convergence des luttes. Donc, il y a un mouvement social virtuel. La notion de mouvement social donc, est aussi très utilisée dans les milieux de gauche, les milieux militants ou activistes de gauche depuis 1995, parce que, et là c'est plus un constat, enfin c'est à la fois un constat et c'est aussi à la fois une espérance, d'une disjonction beaucoup plus forte qu'auparavant, hein, en tous les cas, à la belle époque du mouvement ouvrier où il y avait une articulation entre le politique et le local notamment. Là, le constat d'une disjonction entre le champ politique institutionnel, les partis, les élections, et le mouvement social. Là, il y a deux entités qui ne se raccordent plus, ou très peu. Et dans l'idée de mouvement social, il y a quand même, je pense, beaucoup de militants qui utilisent cette notion, l'espoir qu'à partir du mouvement social, soit à partir du mouvement social tout seul, là, ce serait plutôt une perspective dite mouvementiste ou spontanéiste. Il pourrait se produire des effets macro de transformation politique, y compris au niveau de l'État, du gouvernement, ou à minima que ce mouvement social pourrait participer d'une régénération du politique institué, des partis, etc. Je pense qu'il y a ça dans l'usage des mouvements sociaux. Alors, dans nos discussions, on voit bien, hein, quand on utilise le mot mouvement social, c'est polysémique. Il faudra bien préciser de quoi on parle. Alors, moi, je vais beaucoup m'appuyer sur la définition tourainienne que je trouve quand même si elle est très exigeante et sans doute très en miroir d'une représentation, d'une vision du mouvement ouvrier qui est sans doute en partie mythifiée, en partie simplifiée, je la trouve intéressante pour réfléchir. Hein. Et si on se place dans la perspective d'Alain Touraine, de la recherche d'un mouvement social central d'après le mouvement ouvrier, finalement, on a trois hypothèses de travail, trois hypothèses de réflexion. La première, c'est celle du remplacement, qui était la sienne, hein, c'est-à-dire allons à la recherche de ce qui pourrait faire office de mouvement social central pour une autre société. La deuxième hypothèse, c'est celle de l'éclatement-dispersion, c'est-à-dire réponse négative. En tout cas, en l'état actuel, il n'y a pas de mouvement social central alternatif au mouvement ouvrier. De manière plus radicale, il n'y a pas de potentialité de convergence. Toutes ces luttes sont éclatées, respectables peut-être, mais complètement éclatées, indifférentes, voire hostiles les unes aux autres. Et la troisième hypothèse, c'est celle de la convergence, au moins potentielle. Voilà. Je pense que c'est avec ces trois hypothèses qu'on peut commencer à réfléchir. Alors, bon, rentrons un peu dans le vif du sujet. Je vais donc, comme je l'ai dit déjà, hein, faire un exposé en trois temps. Le premier temps sera le plus long, c'est les années post-68, que j'ai eu le privilège de connaître personnellement, vu ma génération. Et donc, à chaque fois que je repense à ces années-là, il y a de l'affect. Hein, et l'affect, ça fait partie hein, de la pulsion du chercheur ou du militant. Il y a de l'affect parce qu'on retrouve une ambiance. Une ambiance qui est souvent, d'ailleurs, remise, réactualisée par le sensible, c'est-à-dire par les arts. Hein, c'est-à-dire, par exemple, si vous allez voir un film, je ne l'ai pas vu, le film Tout sur Larzac, il va vous mettre, il va vous rebrancher avec une ambiance et des affects qui sont ceux de cette époque-là. Bon, personnellement, pour moi, c'est des affects très forts. Et je pense que pour ma génération, les années 70 ont souvent été des années de formation, formation durable d'une vision du monde, hein, donc à partir de laquelle il est parfois difficile de se détacher de manière critique. Mais je vais essayer de m'y efforcer. Le deuxième temps, donc beaucoup plus rapidement, les années 80, les années de reflux, en prenant quand même un mouvement significatif de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le mouvement dit des beurs, la marche dite des beurs, étiquette journalistique. Le mouvement s'auto-désignait, lui, comme le mouvement pour l'égalité des droits et contre le racisme. Ça, c'est très, très important, je pense. Hein. C'est-à-dire réfléchir à la manière dont un mouvement s'auto-définit et la manière dont il est défini par ses alliés ou ses adversaires, peut-être pour le disqualifier ou le réduire. Évidemment, la marche des beurs,
mouvement pour l'égalité des droits et contre le racisme, ça n'a pas du tout la même portée. Bon, je dirais quelques mots là-dessus, j'ai réfléchi aussi là-dessus, c'est-à-dire comment un mouvement échoue, comment un grand mouvement échoue et disparaît quasiment rapidement de la scène politique. Et le troisième temps, c'est qu'est-ce qui se passe depuis les années 90, la multiplication de mouvements dits des sans logis, sans papier, le DAL, donc la naissance du DAL, et le mouvement des malades du sida, etc., etc., le mouvement altermondialiste, la grande grève de 95, tout ça, voilà, ce contexte qui fait que, d'ailleurs, depuis cette époque, comme je disais tout à l'heure, on parle de plus en plus d'un mouvement social, quelque part, du champ politique institué. Alors, je vais peut-être accélérer un peu parce que je ne voudrais pas parler plus d'une heure. Hein. On me disait tout à l'heure que selon comment c'est traité, une heure, ça peut passer vite, mais bon, je n'en sais rien. Donc, d'abord, premier temps, les années post-68 et les 10 nouveaux mouvements sociaux. Alain Touraine, donc je vais en reparler. Alain Touraine, sa conception et ses enquêtes sur les 10 nouveaux mouvements sociaux, pas les 10 au nombre de 10, mais les 10, ce qu'on prétend être les nouveaux mouvements sociaux au moment où on met la loupe sur ces mouvements. C'est pas le seul penseur, bien sûr, à avoir réfléchi en termes de nouveaux mouvements sociaux. Il y a notamment en France quelqu'un de très important qui s'appelle Michel Foucault. Hein. Mais la grande différence entre Michel Foucault et Alain Touraine, c'est que Michel Foucault n'est pas à la recherche d'un autre mouvement social central. Lui, il s'attache à montrer que dans tous les domaines de la vie, y compris les domaines privés, mais il va beaucoup s'attacher, vous le savez, à la prison, à l'hôpital psychiatrique, à la médecine, etc., l'école, enfin les appareils disciplinaires. Eh bien, dans tous ces domaines-là, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des rapports de pouvoir qui se jouent, et les luttes, les nouveaux mouvements qu'il identifie et qu'il promeut, qu'il valorise, ce sont toute une série de mouvements, on va dire, anti-autoritaires, hein, voire libertaires, qui ne se proposent plus de conquérir l'État, mais simplement de modifier, là où vivent les gens, les rapports de pouvoir. Et vous savez que Michel Foucault, par exemple, a accordé beaucoup d'importance aux rapports de pouvoir qui se jouent au niveau de la domestication des corps, hein, de la sexualité. En particulier, tout le monde sait que Michel Foucault était un militant aussi de la cause homosexuelle. Alors, en même temps, la diversité des terrains de lutte pour Michel Foucault, hein, de lutte contre les rapports d'oppression, de pouvoir, participe, et ça, moi, je l'ai vraiment bien vécu, d'un climat culturel extrêmement profond à l'époque, qui est un climat anti-autoritaire. Hein, qui a déjà explosé en mai 68. Hein, il faudra revenir sur mai 68, mais là, je n'ai pas le temps. On est dans l'après 68, donc dans l'explosion, dans un cadre culturel dans une ambiance, un climat culturel, je disais, très anti-autoritaire, de toute une série de luttes très diffuses parfois, mais dont Michel Foucault ne cherche pas à faire l'agent, l'acteur, le sujet collectif commun d'un nouveau monde. Hein. Ce qui n'est pas le cas d'Alain Touraine. Il y a une distinction qui est très souvent reprise depuis, hein, pour savoir dont on parle, c'est l'opposition entre le sociétal et le social. Hein. C'est une opposition qui est souvent reprise par les journalistes, hein, dans le discours politique. Hein. D'un côté, il y aurait le social, et il y a les questions de pouvoir d'achat, d'inégalité, notamment. Et d'autre côté, il y aurait le sociétal. Le sociétal, c'est les questions de mœurs, de liberté sexuelle, de droit de la famille, etc. etc. Alors, c'est une distinction qu'on peut critiquer, hein, mais elle est très courante, elle est très utilisée aussi pour comprendre l'évolution des comportements politiques dans nos sociétés modernes, avec cette idée que
non pas à la place, mais en plus de la vieille opposition autour de la question sociale entre le patronat et les exploités, se superpose dans les valeurs des gens et la manière dont ils vont voter, un positionnement par rapport aux questions de société, aux questions sociétales. C'est-à-dire, il y a là aussi des conservateurs et des progressistes. Et on peut être conservateur sur le plan socio-économique et progressiste sur le plan des valeurs de société. C'est le fameux double axe qui a été bien popularisé dans les enquêtes du CEVIPOF et qui montre qu'effectivement, selon l'axe qu'on choisit, les gens se positionnent de manière différente et que ça complexifie considérablement la compréhension des comportements politiques notamment. Et voilà. Donc, il y a aussi l'opposition entre le social et l'identitaire, dont on a beaucoup parlé, qui recoupe un petit peu cette opposition. Alors, deux mots, parce que je crois que j'en ai parlé à la deuxième séance, mais tout le monde n'était peut-être pas à la deuxième séance. Je rappelle que la position de Touraine, pour comprendre un mouvement social avec sa grille extrêmement exigeante, directement dérivée de sa vision du mouvement ouvrier, c'est réfléchir avec trois principes d'analyse d'un mouvement. Moi, je trouve ça toujours très, très pertinent. C'est d'une évidence quand on l'entend qui fait réfléchir, quoi, qui est féconde heuristiquement. Il dit, pour qu'il y ait un mouvement social central, il faut qu'il soit capable de combiner trois principes qui se retrouvent dans la définition très courte que j'ai donnée tout à l'heure, un principe d'identité, un principe d'opposition et un principe de totalité. Le principe d'identité, c'est-à-dire la définition de l'acteur en lutte par lui-même, opposition à qui je m'oppose, et totalité, c'est quel est mon projet finalement de société qui ne s'intéresse pas qu'à mon groupe, mais à tous les groupes de la société. J'ai en particulier, je me suis posé une question, je ne sais pas si elle est beaucoup traitée, celle du troisième principe de totalité. Parce que ce que dit bien Touraine, donc pour Touraine, il y a le mouvement des droits civiques dans la société pré-industrielle, qui est le mouvement central, le mouvement ouvrier dans la société industrielle, et dans la société dans laquelle on entre dans les années 70, qui est pour lui la société de l'information, où l'enjeu stratégique, c'est celui de la maîtrise des savoirs, des connaissances, et où l'opposition va se faire entre des populations et des experts technocratiques. C'est un peu ça la vision de Touraine. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais toujours est-il, oui, par exemple, dans la société industrielle, le principe de totalité, même si c'est la classe bourgeoise qui est à l'initiative, qui est la classe, surtout au premier temps de l'industrialisation, qui est la classe de progrès, c'est elle qui fait avancer les droits démocratiques, le triptyque liberté, égalité, fraternité, porté par une bourgeoisie libérale, qui accepte le droit de vote, en tous les cas des hommes, eh bien, elle est porteuse d'une idéologie du progrès que partage le mouvement ouvrier qui s'oppose à elle. C'est-à-dire qu'il y a un cadre commun qui est l'adhésion à l'idée de progrès. Après, le débat, le conflit se pose sur quel est l'acteur le plus à même de développer ce progrès et d'en faire partager tout le monde et d'en faire bénéficier tout le monde. La classe bourgeoise va dire c'est moi et le mouvement ouvrier va dire non, c'est moi. Voilà. Or, quelle est aujourd'hui, dans l'après-société industrielle, si on accepte de dire qu'on est passé dans une société ou dans des sociétés post-industrielles, autour de quel principe de totalité peut se faire le combat de classe? Le combat de classe au sens large, de Touraine, qui n'est pas forcément classe ouvrière, qui est acteur de classe qui s'oppose. Après, le contenu de la classe, on en parlera d'autres fois. Mais, et voilà, je me suis posé la question et je n'ai pas de réponse. Et je me suis demandé si une des difficultés majeures pour la construction d'un éventuel mouvement social central porteur de progrès, dans un sens peut-être redéfini du progrès, on en parlera avec la question écologique et la question du réchauffement climatique, la difficulté de construction d'un mouvement social global, elle ne tient pas
au fait qu'il n'y a plus ce principe de totalité, c'est-à-dire cet univers commun de référence dans lequel on pourrait s'opposer, à l'acteur dominant aujourd'hui. Hein, finalement, de quelle représentation du monde est porteuse aujourd'hui la classe, les élites dirigeantes mondialisées? Si on suit Bruno Latour, par exemple, il y a une partie de ces élites mondialisées aujourd'hui qui font sécession, qui ont décidé de faire sécession, c'est-à-dire qui ont décidé de nier le réchauffement climatique pour se replier sur leur précaré. Et donc cette sécession, en tous les cas d'une partie au moins des élites dirigeantes mondiales, pose un problème, c'est-à-dire qu'il n'y a plus possibilité de, comment dire, il y a un vide. Il y a un vide qui est peut-être un peu effrayant pour les forces, on va dire, altermondialistes ou celles qui pensent que on peut, à l'échelle planétaire, proposer une nouvelle orientation qui sauverait la planète, hein, puisque bon, c'est quand même un peu la question qui monte avec la prise de conscience du changement climatique. Voilà, je donne cette question à réfléchir. Bon, autre idée très intéressante, évidemment, chez Touraine, c'est cette idée de pensée relationnelle, hein, c'est-à-dire que l'identité ou l'opposition, ça ne se construit pas tout de suite, avant tout conflit. C'est dans le conflit qu'on découvre progressivement qu'on a une identité propre et qu'on a un adversaire qui se précise. Évidemment, j'en ai parlé aussi, un gros problème des mouvements sociaux aujourd'hui, quel est l'adversaire? Vous savez, cette fameuse formule du candidat, comment s'appelait-il, l'ancien président de la République, celui d'avant, François Hollande, merci. J'avais un trou, c'est peut-être pas un hasard. François Hollande, donc, l'adversaire sans visage, la finance. Cette idée que la finance n'a pas de visage, effectivement, c'est un vrai problème, hein, pour désigner l'adversaire. Et donc, il y a un certain nombre de forces à gauche qui tentent de donner un visage, des noms, l'oligarchie, etc., à cet adversaire pour essayer de construire un peu ce mouvement social d'opposition. Et qui sommes-nous pour nous battre aussi? Le problème, c'est tout le problème de l'hétérogénéité, sans doute plus accentuée aujourd'hui qu'avant, mais qui est sans doute pas inéluctable, puisque c'est une construction dans une relation conflictuelle. Au jour d'aujourd'hui, l'identité, on va dire, des classes populaires et des classes moyennes qui, objectivement, auraient intérêt à subvertir le système, eh bien, elle est faite d'énormément de divisions, d'hétérogénéité, voire d'opposition et de conflits internes qui l'emportent sur le conflit externe avec un éventuel adversaire qui pourrait être, je donne ça comme exemple, l'oligarchie mondiale. Voilà, au hasard. Alors voilà, c'est armé de cette vision du mouvement social que notre équipe d'Alain Touraine va partir. Alors c'est impressionnant quand on regarde la bibliographie, hein, de l'équipe d'Alain Touraine. Je veux dire, entre 70 et 80, ils sortent un bouquin par an. Et parmi ces bouquins, il y a des bouquins qui restituent leur recherche-action, parce qu'il y a une technique particulière, enfin une méthode particulière pour essayer de faire accoucher les mouvements sociaux de leur vérité ultime. Eh bien, il y a des enquêtes qui sont faites sur des luttes étudiantes, des luttes antinucléaires, des luttes régionalistes, en particulier en Occitanie. Des luttes féministes, mais ça ne donne pas lieu à un livre. J'ai regardé la biographie, je vais peut-être continuer mes recherches pour voir qu'est-ce qu'a dit cette équipe sur la question du féminisme, sur la question sur laquelle on reviendra la semaine prochaine, parce qu'à mon avis, la semaine prochaine, il faudrait qu'on passe un certain temps sur la question des mouvements féministes, hier et aujourd'hui, mais surtout aujourd'hui, et des mouvements écologistes, parce que s'il y a deux mouvements qui pourraient prétendre à remplacer le vieux mouvement ouvrier en présentant un horizon d'universalisation des luttes, des objectifs, des causes, à mon avis, c'est ces deux mouvements-là, le mouvement féministe et le mouvement écologiste. D'ailleurs, il y a un écoféminisme sur lequel il faudrait aussi peut-être réfléchir du point de vue de son apport à toutes ces réflexions. Alors, quel est le bilan que fait Alain Touraine de ces enquêtes? Il est plutôt négatif, c'est-à-dire qu'en fait négatif, si on le réécoute après, quelques temps après, j'ai cru comprendre qu'il disait, bon, le mouvement social de remplacement n'est pas encore là, mais il y a des virtualités.
Et il estime que son hypothèse du remplacement à terme du mouvement ouvrier par un autre mouvement social est validée notamment quand il enquête sur les mouvements antinucléaires, sur certains mouvements antinucléaires. Mais je reviens un tout petit peu en arrière pour dire, et ça fait partie aussi des résultats de l'enquête, à la fois des hypothèses et de l'enquête, et des enquêtes sur ces fameux nouveaux mouvements sociaux des années 70, c'est qu'il y a quand même apparemment une série de ruptures manifestes avec ce qu'était le mouvement ouvrier. Là, je reprends ce qu'en dit Éric Neveu dans son excellent repère les mouvements sociaux. Il dit en fait qu'il y a rupture sur 4 points. Après, il va discuter sur l'ampleur des ruptures. Les historiens ne vont pas être forcément d'accord parce que les sociologues ont toujours tendance à dire ça change, il y a du nouveau. Les historiens arrivent en disant attention, il y a des continuités historiques. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi, hein, ça a été très très vrai, je ne l'ai pas dit lors de ma première conférence, à propos du mouvement des Gilets jaunes. Combien d'historiens de la Révolution française ont attiré notre attention sur les continuités très fortes entre le mouvement des Gilets jaunes et certains aspects du mouvement révolutionnaire de 89-93. Très intéressant de dialoguer avec les historiens. Donc, les 4 points de rupture, en tous les cas apparents par rapport au vieux mouvement ouvrier, d'abord, c'est la défiance par rapport à la centralisation et la délégation d'autorité aux états-majors du mouvement, et une inventivité dans les formes de protestation et dans des formes de coopération peu institutionnalisées ou non institutionnalisées, peu routinisées. Hein. Pour le dire rapidement, la grève appuie à la négociation par la direction syndicale est remplacée par une initiative d'un petit groupe qui occupe les locaux et qui s'autogère. Voilà le premier basculement. Deuxième basculement, là, combien de fois on l'a entendu, donc, et ô combien ça a été discuté et discutable, mais il y a peut-être quand même un noyau de vérité dans cette affaire, le passage de demandes quantitatives à des demandes qualitatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enjeu central, c'était le salaire, protection sociale, l'emploi, et que maintenant, l'enjeu central, il est qualitatif et par là même non négociable. Il est centré sur la recherche d'autonomie et le recul des rapports d'autorité, le recul des rapports de pouvoir. Là, ça c'est un basculement important, discutable aussi, hein, mais je pense que d'autant plus discutable que de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Hein, et on verra en avançant que justement ce qui s'est passé dans les années 80-90 et depuis, hein, ça amène à faire le tri un petit peu hein, dans ces postures d'hypothèse de rupture entre le nouveau et l'ancien. Troisième caractéristique, c'est un autre rapport à l'État. On ne cherche plus à défier ou à conquérir l'État, mais à construire contre lui des espaces d'autonomie. Quatrième rupture, l'identité des acteurs n'est plus basée sur la classe ou l'appartenance socio-professionnelle, mais sur des principes identitaires ou sur des valeurs. Et puis la base sociale de ces mouvements, ce ne sont plus les ouvriers, ce sont les classes moyennes salariées éduquées. Dans cette idée, il y a des choses quand même à reprendre. Alors effectivement, les années 70, c'est cette espèce d'effervescence sur toute une série de terrains qui est marquée plus ou moins par ces 4 caractéristiques qui font plus ou moins rupture avec une dominante. Hein, parce que si on fait de l'histoire, justement, on s'aperçoit que le mouvement ouvrier, c'était beaucoup plus compliqué que ça, qu'il y a eu des moments où, par exemple, la commune, on va beaucoup parler de la commune cette année, ben, les femmes jouaient un rôle important et autonome dans ce mouvement des communards. Hein, où il y avait des aspects extrêmement qualitatifs dans les revendications et que la recherche d'un espace d'autonomie indépendamment de l'État, ça a aussi marqué toute une tradition ouvrière. Hein. Donc, soyons prudents, mais réfléchissons quand même à partir de ces points forts. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un air du temps, un climat extrêmement libertaire à cette époque. Avec parfois des convergences. Hein, je veux dire, la lutte du Larzac est symbolique et symptomatique du climat de cette époque et de possibilités de convergence de cette époque où il y a toute une large fraction, pas tout, du mouvement ouvrier, des mouvements sociaux qui se retrouvaient sur le plateau du Larzac. Pourquoi hein,
pour ceux qui ont connu cette époque, hein, l'enjeu c'était l'extension d'un camp militaire très autoritaire, décidé de manière très autoritaire, et qui au passage se traduisait par l'expulsion qui touchait une centaine de paysans. Hein. Et donc il y a une lutte très inventive, très longue, très populaire. Il faudrait parler des LIP aussi. Hein. Mais là, si je parlais des LIP, après ça m'emmènerait trop loin. Le mouvement des montres, là, hein, l'usine dite en autogestion. Il y a des travaux en plus qui ont été faits dessus. Mais là, ça nous renverra un peu plus sur la question de la centralité du travail dans les luttes. Là, aujourd'hui, hein, je traite vraiment du hors-travail, hein, des luttes hors-travail. Bien que là, on peut tout à fait discuter aussi cette question, puisque les paysans, c'était leur outil de travail aussi hein, qui était en jeu. Mais bon, c'était dans le cadre d'une révolte pacifiste aussi, euh, contre l'extension du camp militaire. Donc il y a une convergence de toute une série de mouvements, des grands rassemblements jusqu'à 100 000 personnes, une promesse du candidat Mitterrand de régler la question, et très rapidement, quand Mitterrand arrive au pouvoir, il donne satisfaction. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'extension du camp militaire, il n'y aura pas d'expulsion des paysans. Et ça m'amène à faire la transition avec le mouvement dit des beurs. C'est vrai que c'est plus rapide hein, comme appellation, le mouvement pour l'égalité des droits et contre le racisme, qui, parce qu'au moins une partie de ces revendications sont assez vite satisfaites par le nouveau gouvernement de gauche, bah, c'est une des raisons de l'extinction de ces mouvements. Il y a d'autres raisons sans doute plus structurelles, sur lesquelles je vais revenir, mais tout bêtement, la satisfaction d'une revendication centrale d'un mouvement se traduit par l'extinction du mouvement. OK alors, bilan donc, fin des années 70, début des années 80, on est à la recherche du mouvement social central, on ne le trouve pas encore. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il se passe qu'on entre dans la décennie des années 80, sur laquelle on pourrait parler pendant des heures. Donc, plus je vais me rapprocher d'aujourd'hui, plus les jeunes générations qui suivent massivement, je plaisante, les cours de l'université populaire du Pays d'Aix seront à l'aise. Là, je suis désolé pour elles, c'est vraiment des temps anciens. C'est de l'histoire immédiate, mais c'est des temps anciens, à l'échelle individuelle. Les années 80, le contexte, très très important, c'est la montée du chômage, la crise économique dont on date la naissance en 73-74, en fait, elle monte en puissance à la fin des années 70 et au début des années 80. L'inflexion, elle est aussi politique, c'est-à-dire l'échec de la gauche aux élections législatives de 78 et la désunion de la gauche. À partir de 77-78, il y a une désyndicalisation massive. On entre dans un nouveau cycle qui est un cycle extrêmement défensif sur le plan des luttes sociales classiques. Les registres manifestent à 50 000 à Paris contre les licenciements de 25 000, suppression de 25 000 emplois. Mais ça ne change pas un iota. Ça améliore peut-être la gestion sociale du chômage des sidérurgistes, mais ça ne change pas l'orientation industrielle et économique du gouvernement qui tient bon. Et donc, c'est l'inflexion néolibérale à l'heure où Thatcher en Angleterre et Reagan aux États-Unis sont au pouvoir depuis la fin des années 70 et mettent en œuvre des politiques extrêmement agressives, libérales, qui s'attaquent frontalement au mouvement ouvrier. Hein, c'est les mineurs qui sont cassés au Royaume-Uni et ce sont les contrôleurs aériens, je crois, qui sont cassés, qui était une corporation très combative aux États-Unis, qui sont cassés et licenciés massivement. En France, donc il y a l'inflexion néolibérale de 83-84 dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a cette fameuse émission qui donne froid dans le dos quand j'y repense, en 84, hein, c'est hier, Vive la crise, animée par Yves Montand, acteur très populaire, ancien communiste, donc qui signe la conversion, une partie de la gauche au moins, à l'idéologie Vive la crise. C'est-à-dire, au travers de cette crise, on va inventer de nouvelles choses, et c'est une période, à mon avis, relativement courte, mais d'hégémonie du libéralisme, c'est-à-dire que l'idéologie entrepreneuriale, ce sont les années de tapis. Ce sont les années où on développe cette idéologie bien connue du self-made man, c'est-à-dire tout le monde peut réussir à partir du moment où il veut.
Tout le monde peut créer une entreprise et devenir riche et célèbre. Confère M. Tapie, qui n'était pas un héritier. C'était pas un héritier de la grande bourgeoisie, hein, Bernard Tapie. Donc, dans ce contexte de reflux généralisé des luttes, à la fois des luttes économiques, on va dire sociales, classiques, et des luttes culturelles, il faut dire qu'il y a un certain nombre d'acquis qui sont importants, hein, sur le terrain, par exemple, du droit de la famille, hein, du droit des femmes, hein, déjà. Hein. Faudra y revenir, mais bon. La légalisation de l'IVG, c'est 74. Puis, il y a un certain nombre de modifications législatives importantes qui continuent à se produire, peut-être plus faciles à réaliser pour une certaine gauche au pouvoir que d'affronter la classe dominante. Hein. On pourra en discuter aussi. Mais dans ce contexte qui bascule des années 80, il faut parler de la marche, dire quelques mots sur la grande mobilisation des jeunes issus de l'immigration, hein, des quartiers populaires de banlieue, qui est parti, vous le savez, ou vous ne savez pas, de Lyon, à l'initiative d'un prêtre, qui est toujours actif, je crois, hein, et qui démarre sur quoi? C'est quand même un contexte dans lequel il y a pas mal de crimes racistes et pas mal de violences policières racistes. Donc finalement, ça nous rajeunit pas tant que ça. On est encore dans cette actualité, mais en tous les cas, ce sont des événements qui provoquent donc en 83, la marche ayant lieu, si je ne dis pas de bêtises, en 84, elle aussi, non, 83, décembre 83. Je crois que les dates sont importantes là. Autour de quelles revendications? Il y a des revendications ponctuelles, concrètes. Il y en a deux. Ça aussi, ça a pu faire la force du mouvement. Des revendications concrètes, fédératrices. Premièrement, une carte de séjour de 10 ans pour les immigrés, qui était devenu, compte tenu de l'évolution des politiques d'immigration, tout un chapitre, qui était devenu très instabilisé par ces nouvelles politiques migratoires. On bascule vers de nouvelles politiques migratoires extrêmement utilitaristes. On veut bien les immigrés, mais à condition qu'on puisse les exploiter économiquement. Je résume. Donc la carte de séjour de 10 ans pour pouvoir avoir un peu plus de stabilité dans ce pays, et le droit de vote. François Mitterrand va recevoir des représentants de la marche, donc donnant une certaine légitimité, reconnaissant la légitimité de ce mouvement, donne satisfaction à la carte de 10 ans, mais ne s'engage qu'à une promesse, ne fait qu'une promesse par rapport au fameux droit de vote. 40 ans après, nous en sommes là. La promesse n'a pas été tenue. Réfléchissons à cela. Hein. Donc, aux effets paradoxaux de ce balancement du pouvoir par rapport à un mouvement en gestation, je satisfais une partie des revendications. Pour le reste, attendez, patientez. Ce qui peut expliquer, en partie, mais en petite partie, je crois que ça a été une marche sans lendemain immédiat. Enfin, on n'a pas vu se construire dans les années 80-90 un mouvement antiraciste, y compris, bon, il y a eu des mouvements, des formes d'organisation interbanlieue, mais rien de la structuration d'un mouvement de masse national antiraciste, porté par les victimes du racisme. Les organisations traditionnelles antiracistes continuent à exister, notamment le MRAP, par exemple, la Ligue des droits de l'homme. Mais ce sont des organisations, des associations qui sont animées, portées par des gens qui ne sont pas directement victimes du racisme. Là, ce qui était très intéressant et ce qui reste en jeu aujourd'hui avec les nouveaux mouvements antiracistes, c'est quand les personnes, en particulier les jeunes noirs, les jeunes beurs, j'aime pas ce mot, mais les jeunes issus de l'immigration postcoloniale sont victimes du racisme, en particulier du racisme policier, qui s'organisent, qui s'auto-organisent, indépendamment des vieilles organisations, associations historiques de défense des droits des immigrés et antiracistes. Donc pourquoi? Eh bien, là aussi, ça a pu être étudié, notamment le rôle joué par la mise en place dans l'orbite du Parti socialiste d'une organisation
qui a récupéré, c'est la notion de récupération par le pouvoir, pour des instances proches du pouvoir, d'une cause, SOS Racisme, qui a joué cette fonction de récupération, neutralisation de la sensibilité antiraciste de la jeunesse. Ça a été étudié. Aucun des animateurs de la marche n'est dans la direction de SOS Racisme. SOS Racisme, c'est une création largement du Parti socialiste et qui va ensuite développer tout un discours touche pas à mon pote, d'un certain racisme, d'un antiracisme très moral, dépolitisé, qui va organiser des grands concerts, etc. Je veux dire. Donc, voilà, ça peut expliquer cette rupture, ou plus exactement, cette non-rencontre, ce rendez-vous manqué, pour reprendre le titre du livre d'Olivier Masclet, entre la gauche et les cités, entre la gauche politique et les jeunes des cités, qui ne demandaient qu'à, quelque part, à s'engager, à militer, à renouveler la vieille gauche. Donc ça a été en particulier dans une municipalité de la banlieue dite rouge, Gennevilliers, banlieue communiste dans les années 90, par Olivier Masclet, qui montre, en faisant une enquête de longue durée, etc., dans les quartiers concernés, etc., comment l'équipe municipale a été incapable de promouvoir politiquement massivement les jeunes militants de quartier qui existaient à cette époque et qui existent toujours. C'est-à-dire, vous voyez dans le quartier des jeunes filles, des jeunes hommes qui se mobilisent pour essayer de faire reculer la misère, le racisme, etc., en particulier dans les activités de quartier, dans les centres sociaux, etc. Alors, je passe, je vais tenir les 60 minutes, encore en 5 minutes, rapidement sur les années, plus rapidement que ce que je pensais faire sur les années 90-2010. Éventuellement, j'y reviendrai dans la prochaine séance. Je disais que la période des années 80, les périodes tapis, les périodes d'apologie du libéralisme économique, finalement, ça ne dure pas si longtemps que ça dans notre pays, en France. On en voit les prolégomènes, les prémices, dès le début des années 90, avec un certain nombre de mouvements qui se situent un peu en marge, complètement en marge du mouvement ouvrier. Le mouvement des sans-logis, le mouvement des sans-papiers, avant le mouvement des travailleurs sans-papiers, la création du DAL, donc, et des mouvements de sans-papiers, la création du mouvement ACT UP, dont je cherchais le nom tout à l'heure. Certains d'entre vous ont peut-être vu ce magnifique film 120 battements par minute qui explique bien la dynamique de ce mouvement et les formes très intelligentes, je dirais, d'élaboration collective et d'action d'un mouvement comme celui-là. Je pense que c'est intéressant, même si c'est un mouvement petit, c'est un mouvement de gens extrêmement mobilisés, directement concernés par leur cause, qui est une cause vitale, mais qui donne à réfléchir, y compris aujourd'hui, sur la gestion de la crise sanitaire. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est capable d'intervenir sur quelles solutions pour notre santé à nous. Comment, voilà, des formes d'auto-organisation, des formes d'entraide, des formes d'expertise de ce mouvement qui sont tout à fait intéressantes. Mais je vais surtout parler donc de 95. Donc 95, de manière un peu surprenante, il y a un immense mouvement social plus classique que cela qui déferle sur la France à l'occasion d'un projet de réforme des retraites. Et ça va être que le début d'une série, d'une séquence de mouvements d'opposition à des réformes de la protection sociale, en particulier à la retraite. En 95, ce sont les cheminots et les conducteurs d'autobus aussi qui sont dans les grandes villes à la pointe de ce mouvement. En 2003, ce seront les enseignants, mais c'est un petit peu la même logique, c'est-à-dire au cœur de l'État, puisqu'on est dans les services publics, là, des corporations, des groupes professionnels qui restent relativement bien organisés syndicalement, qui ont des droits particuliers, qui sont des conquis historiques, et qui sont dans des positions clés du point de vue de la possibilité de bloquer le fonctionnement de la société, c'est-à-dire dans les transports, se mettent en lutte et, contre toute attente, j'allais dire, suscitent une solidarité, une popularité. C'est la grève par délégation, entre guillemets. C'est que les gens, dans le privé, ne se mettent pas en grève, vraiment à la marge, mais dans tous les sondages et par de multiples gestes, témoignent qu'ils sont solidaires d'un mouvement qui les gêne. Donc ça fait quand même énormément réfléchir. Et bon, il y a eu des tas d'enquêtes, etc. Et là, en fait, le bilan, c'est quoi? C'est que c'est le premier mouvement de masse de rejet des politiques
néolibérale et de précarisation du travail en France. Donc le cycle déjà libéral se referme et s'ouvre d'autres possibles, s'ouvre un nouveau cycle dans lequel le débat peut être posé, alors que Mme Thatcher disait il n'y a pas d'alternative. Tina, there is no alternative. Aux politiques économiques et sociales néolibérales, eh bien, ce mouvement et un certain nombre d'acteurs sociaux et de figures intellectuelles disent si, il y a une alternative possible, même si elle n'est pas présente clé en main. Donc voilà, il y a une fracture dans cette hégémonie néolibérale qui va, à mon avis, marquer toutes les années qui suivent, y compris jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un mouvement très important. 2003, je disais, le mouvement de rejet des retraites. Après, il y a ce qu'on appelle la dernière victoire, parce que je ne l'ai pas dit, mais en gros, depuis les années 80, aucune grande victoire, en tous les cas sur le plan socio-économique. Peut-être quelques victoires sur le plan des droits, de la famille. Oui, le mariage pour tous peut être considéré comme une conquête, une avancée, mais sur le plan socio-économique, dégradation continue, échec continu des grandes luttes. Et évidemment, ça participe de la construction de l'état du mouvement social. Quand vous échouez depuis 40 ans, vous réfléchissez à deux fois avant de vous engager dans une grève dure, par exemple. Évidemment. Ça participe d'un certain fatalisme, d'une certaine résignation, qui fait partie aussi de cette toile de fond du climat social, mais en même temps avec des périodes, des séquences qui montrent que c'est compliqué pour la classe dominante en France de continuer. J'ai parlé du mouvement contre le contrat de première embauche, sur lequel il y aurait bien à dire et à réfléchir, puisque qu'est-ce qui a fait la force de ce mouvement? C'est l'entrée en masse des lycéens et des étudiants dans la rue, ce que le pouvoir déteste, et la jonction avec les syndicats. La clé était là. Donc, il y a eu un recul assez rapide, finalement, du gouvernement là-dessus, mais depuis, il n'y a pas grand-chose. Mais il faudrait là intégrer un certain nombre d'événements dans le champ proprement politique, comme le rejet du traité européen, qui était aussi un grand moment de débat démocratique et de mise en question des politiques néolibérales. Voilà, donc jusqu'au début des années 10, avant même qu'on rentre dans un nouveau cycle, qui est le cycle des émeutes populaires, un peu partout dans le monde, dont il faudra apprendre à comprendre de quoi il s'agit dans ces mouvements, eh bien, avant même donc 2010, on voit qu'il y a des craquements dans l'hégémonie néolibérale. Donc, je vais terminer là-dessus pour ne pas être trop long. J'essaie de tenir mes engagements. Donc, notez quand même, je l'ai déjà dit, l'apparition de mouvements, toujours délicat de dire nouveau, mais enfin quand même, en tous les cas, sous cette forme-là, droit au logement en 90, le mouvement des sans-papiers, puis des travailleurs sans-papiers quelques années plus tard, auquel il y aurait beaucoup à dire aussi, parce que la notion de travailleur sans-papiers permet de faire le lien entre un statut de non-droit et la revendication d'un statut de travailleur déjà là, quelque part. Donc de raccorder la question de l'immigration à la question du travail, ce qui n'est pas facile du tout dans les luttes antiracistes classiques. Donc, à mon avis, ce sont des mouvements extrêmement bienvenus et qui apportent énormément à la cause antiraciste indirectement. C'est-à-dire que des immigrés qui étaient invisibles apparaissent brutalement en pleine lumière, non pas comme des immigrés, mais comme des travailleurs immigrés. Donc, quelque part, ils sont réintégrés ou revendiquent leur intégration dans le cœur de la société, c'est-à-dire le monde du travail. J'ai pas le temps, s'il y a des questions là-dessus, j'y reviendrai donc un peu, mais c'est aussi les années 90, les années d'émergence du mouvement altermondialiste, sur lequel on pourra revenir parce qu'il se présente quand même quelque part comme le nouveau mouvement social central, non plus à l'échelle nationale, mais à l'échelle pertinente des problèmes aujourd'hui, c'était à l'échelle mondiale. D'abord, mouvement anti-mondialisation tel qu'il était qualifié au tout début, puis se revendiquant non pour une autre mondialisation, pour un autre monde, qui, quand on regarde un petit peu, vient de loin lui aussi, vient des premières
des premiers mouvements dans ce qu'on appelle plus maintenant le tiers-monde contre les politiques d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, avec un certain nombre d'événements en France qui anticipent l'émergence organisationnelle de ce mouvement altermondialiste qui prend la forme de la création d'Attaque France en 98, suite à un article dans le Monde diplomatique. Mais Attaque France, c'est aussi Attaque Monde. C'est un mouvement internationaliste, c'est un mouvement altermondialiste. Question que je n'ai pas encore abordée, mais c'est celle de la dimension internationale du mouvement ouvrier qui n'a pas trouvé de relais à la même ampleur de l'ambition initiale, en tous les cas, aujourd'hui. Je vais donc m'arrêter là. Comme je l'ai dit, on va dire qu'au début des années 2000, je parlerai la semaine prochaine à la même heure, donc des années 2010 à aujourd'hui. Mais au début des années 2000, c'est clairement le scénario de l'éclatement des luttes qui l'emportent, avec quelques moments de convergence qui restent très rares. Est-ce que la situation, 10 ans après, a beaucoup changé? Ben, vous le saurez la prochaine fois. J'en sais rien. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'attends avec impatience vos questions.